Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, dear colleagues, ladies and gentlemen, c'est un réel plaisir de vous accueillir pour ce colloque « Les institutions politiques en quête de confiance » qui se tiendra les 2 prochains jours. Avec Céline, Julien, Mathias et Frédéric, nous organisons cet événement avec beaucoup d'enthousiasme depuis plusieurs mois déjà. Il faut dire que l'actualité politique démontre l'intérêt constant pour la thématique au cœur de cet événement. Permettez-nous, en guise d'introduction, de revenir sur les grandes lignes de cette question et en quelques mots d'en planter le décor et d'en brosser un panorama large, donc forcément incomplet. Un constat s'impose d'emblée. De nombreux auteurs ont attribué à la confiance un rôle central dans le fonctionnement des systèmes politiques. Il est à ce titre courant de considérer la confiance comme l'une des institutions invisibles sur lesquelles reposent les systèmes sociaux, les systèmes politiques et plus particulièrement la démocratie. Cela ne vous aura pas échappé, la confiance dans les institutions politiques est une préoccupation majeure des citoyens, des médias et du monde politique. On ne compte plus les titres, les articles mentionnant une crise de confiance dans la démocratie représentative. Pour exploiter une illustration récente, le quotidien allemand Handelsblatt titrait, 2 jours avant la victoire de l'AfD, lors d'une élection régionale en Allemagne, son édition avec la question suivante: pourquoi l'Allemagne est-elle profondément en crise de confiance? À la jonction de la littérature scientifique et de ces débats dans le grand public, un colloque sur la confiance dans les institutions politiques s'imposait. Et ce, pour tenter de répondre à diverses questions qui ne trouvent pas toujours de réponse claire dans la littérature. Cette crise de confiance dont on parle tant existe-t-elle vraiment? Après tout, de quoi parlons-nous lorsque nous évoquons la confiance? Et qu'en est-il de la confiance dans les institutions politiques? Enfin, pourquoi les juristes devraient-ils s'y intéresser? 4 questions, donc, à l'origine de cette rencontre. Première question, est-ce qu'il existe une crise de confiance dans les institutions politiques? Eh bien, en réalité, répondre à une telle interrogation n'est pas si évident. Nous avons à cet égard mené une étude statistique comparative qui démontre que globalement, les données quantitatives dont nous disposons pour mesurer la confiance ne permettent pas d'affirmer de manière absolue qu'il existe une crise ou même une baisse de la confiance dans les institutions politiques. Les niveaux de confiance, qui ne sont certes, comme vous le savez, pas très élevés, ne semblent en effet pas beaucoup évoluer ces dernières décennies. Mais les données que nous avons étudiées ont d'importantes limites. Il y a peu de données avant les années 80, certains éléments ne convergent pas, si bien qu'il faut se garder d'en tirer des conclusions hâtives. Il y a par ailleurs de bonnes raisons de penser qu'il y a une différence entre la confiance déclarée dans les études par les répondants et celle révélée par les comportements des acteurs concernés. À cet égard, il convient de prendre au sérieux le fait que la confiance est bel et bien considérée comme un problème social par les citoyens et le monde politique. Du côté des acteurs du monde politique, comme nous le verrons au cours de cette première journée, nos gouvernants sont bien conscients de ces enjeux et paraissent chercher un idéal de confiance politique perdu par la mobilisation du droit qui leur permettrait de contrer la défiance dont ils font l'objet. Nous en voulons pour preuve les nombreuses règles, visant avant tout à moraliser la vie politique, adoptées au cours des 30 dernières années dans le but de restaurer la confiance. Tout ceci avec plus ou moins de succès. Du côté du public, des recherches montrent que la perte de confiance citoyenne se traduit par des conséquences concrètes, comme une abstention de vote grandissante, une suspicion à l'égard des politiques, un rejet à l'égard de toutes les formes d'intermédiation, les partis, les syndicats, et la montée des mouvements dits populistes ou autoritaires. On peut encore mentionner une demande de plus en plus accrue, même de la part des plus jeunes, pour la mise en place d'un leader unique et charismatique. Il existe donc, comme vous le voyez, une certaine urgence à se saisir de la question de la confiance dans les institutions politiques. Deuxième question, mais qu'est-ce que la confiance? Le chercheur qui souhaite dégager une définition unique de la confiance se heurtera à son caractère polysémique, multidimensionnel et formidablement équivoque. Qu'elle se soit développée dans le champ des sciences sociales, humaines, politiques ou économiques, les recherches sur la confiance ont mis à jour des conceptions très différentes, voire souvent concurrentes, de la notion. Certains auteurs, comme Hardin, Coleman, Gambetta et Luhmann, l'aperçoivent plutôt comme un comportement rationnel et cognitif,
D'autres définissent davantage la confiance comme une croyance dans les dispositions d'autrui, une forme d'acte de foi, ou encore comme relevant des affects, de la morale. C'est notamment le cas de Fukuyama et de Bayer. Sans trancher cette controverse sur une définition unique, nous allons considérer de manière générale que la confiance pourrait être appréhendée de la manière suivante. Il s'agit de l'état cognitif et émotionnel, un mélange de rationalité, de sentiments d'une personne, le trustor, qui s'engage dans une relation sociale avec d'autres, les trustees, qu'il s'agisse de personnes ou d'institutions. Et cette personne s'engage sur la base de l'espérance que la dite personne en qui elle place sa confiance ou la dite institution tiendra ses engagements. Et bien évidemment, il est entendu que la personne en qui l'on place sa confiance dispose d'un certain degré de liberté pour réaliser les attentes du trustor. À partir de cette définition, on peut observer trois choses. Premièrement, la confiance est un concept relationnel. A fait confiance à B sur sa propension à adopter un comportement futur. Deuxièmement, la confiance porte sur certaines attentes de comportement déterminées. Elle n'est pas illimitée, elle repose sur une présomption de ce que le trustee, donc la personne en qui l'on place sa confiance, adoptera une certaine conduite dans le futur. Et troisièmement, la confiance implique une certaine vulnérabilité dans le chef de celui qui fait confiance, car elle fait naître une situation d'incertitude et de potentiels résultats négatifs. Le trustor risque donc d'être déçu. La difficile appréhension de la confiance se manifeste encore par l'existence d'une grande diversité de pratiques de confiance. On peut ainsi distinguer la confiance du type interpersonnel, placée entre des individus, des rapports de confiance dites impersonnels, également dénommés confiance systémique, qui, comme son nom l'indique, concernent une confiance dans un système juridique, bancaire, économique. Il existe également de la confiance entre institutions. Elle sera examinée lors de notre deuxième journée d'études, par exemple la confiance entre le Parlement et le gouvernement. Je rajouterai encore que la langue anglaise distingue entre deux types de confiance, la trust et la confidence. Le français ne fait pas cette distinction. Si l'on examine ce qu'en dit Niklas Luhmann, un sociologue allemand qui a beaucoup travaillé sur la question de la confiance, il définit la trust comme une confiance décidée. Je décide de prendre un risque et de faire confiance. Tandis que la confidence, c'est plutôt la confiance assurée. J'ai la croyance que mes attentes ne seront pas déçues. En sortant de chez moi, j'ai la croyance que les voitures ne vont pas quitter la route pour me rentrer dedans, par exemple. Ces définitions ne sont pas totalement claires et elles le sont encore moins dans le champ du droit constitutionnel et de la confiance dans les institutions politiques. Et pourtant, les mots trust et confidence sont tour à tour mobilisés par le droit constitutionnel. Troisième question pour cette introduction, qu'est-ce que la confiance politique ? Nous sommes amenés à faire confiance quotidiennement, sans même parfois nous en rendre compte. La confiance est nécessaire, sous peine de quoi vous n'auriez pas réussi à quitter votre lit ce matin pour vous rendre à ce colloque, par crainte d'un accident de voiture sur le chemin, ou même pire, parce que vous pensiez que notre colloque ne serait pas à la hauteur de vos espérances et ne méritait pas un déplacement. Pourtant, consciemment ou inconsciemment, motivé par votre confiance en notre grande capacité d'organiser un magnifique événement, vous êtes ici. Faire confiance à un individu, un médecin, une babysitter ou des organisateurs de colloques, cela peut se comprendre assez aisément. Mais comment peut-on transposer ces considérations générales sur la confiance à la confiance politique ? Nous considérons, à l'instar d'autres auteurs, qu'une relation de confiance peut exister entre un individu, des institutions politiques et leurs agents. À partir de cette prémisse, de nombreuses recherches ont été menées sur la confiance dans les institutions politiques et elles se rassemblent sous la bannière de la political trust ou de la confiance politique. Il convient de relever que la confiance dans les institutions politiques n'est pas radicalement différente de la confiance interpersonnelle. Toutefois, à la différence de la confiance entre personnes, la confiance politique peut être une confiance dans les rôles. Autrement dit, ce type de confiance implique que les citoyens peuvent faire confiance aux gouvernants, non pas en raison de leur personne, mais en raison du rôle qu'ils jouent dans nos démocraties et qui est déterminé par les institutions politiques auxquelles ils appartiennent. Cette structure va alors générer des systèmes d'attente de la part des citoyens vis-à-vis de leur gouvernement, qui, dès lors, sont contraints à ne pas faire n'importe quoi. La confiance interpersonnelle et la confiance dans les rôles restent néanmoins interconnectées, dans la mesure où la confiance interpersonnelle peut venir compenser le déficit de confiance dans les rôles et inversement.
Je m'explique. Je peux par exemple voter pour Donald Trump, Joe Biden, Emmanuel Macron parce que j'ai confiance en eux au niveau personnel, alors même que je n'ai pas confiance dans les institutions politiques américaines ou françaises, et l'inverse est vrai également. Par ailleurs, et en retour, on peut observer qu'un déficit de confiance dans les institutions peut engendrer une perte de confiance dans les individus. En d'autres termes, il peut y avoir un rejet de personnes simplement parce qu'elles sont rattachées au pouvoir et qu'elles gravitent autour d'institutions que l'on ne soutient plus. En conclusion, la confiance politique, c'est une confiance hybride. D'une part, c'est une confiance générale en la capacité de performance des institutions politiques, et d'autre part, c'est une croyance dans les capacités de performance et d'honnêteté des titulaires des fonctions politiques. Je laisse maintenant la parole à Céline pour conclure cette intro. Merci Léna. Alors, 4e question. Pourquoi finalement l'enjeu de la confiance politique doit-il être investi par les pauvres juristes que nous sommes ? La question de la confiance a été, et plus particulièrement celle de la confiance politique, a été très largement investie par les sciences humaines et sociales et politiques. Elle demeure à ce stade relativement oubliée des juristes. Il y a pourtant, à nos yeux, et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce colloque, une certaine urgence à ce que les juristes traitent de la question de la confiance, et cela pas n'importe comment, mais à partir d'une compréhension approfondie, ancrée dans les sciences sociales et politiques, de la complexité de cette institution invisible qui, on l'a dit, sous-tend l'ensemble de la vie sociale, tous les systèmes sociaux, dont le système juridique, et qui est une sorte de nécessité pratique en démocratie. On y reviendra. Si la confiance reste largement indéfinie en droit public, elle est pourtant de plus en plus mobilisée dans les textes du droit public eux-mêmes, mais aussi, voire surtout, dans les discours sur le droit public. On peut mentionner à titre d'exemple la fameuse loi française de 2017 pour la confiance dans la vie politique, qui établit un certain nombre d'inéligibilités, de mécanismes de prévention des conflits d'intérêts, d'incompatibilité et qui encadre également le financement des activités politiques. On parlera aussi au Royaume-Uni, et on y reviendra, des débats autour du Ministerial Code et de toutes ces tentatives de juridiciser les comportements de nos élus et de nos gouvernants. L'ensemble de ces normes est empreinte de l'idée de la nécessité de réparer la confiance envers le politique par l'adoption de normes. À l'heure où l'on pointe régulièrement que de nombreuses affaires sont à la source de la défiance citoyenne, et bien qu'est-ce que l'on constate ? On constate que le droit, et le droit public en particulier, est mobilisé de manière presque ritualisée, automatique, pour retisser un lien de confiance abîmé par l'édiction de nouvelles normes, sans pour autant qu'une analyse approfondie n'ait été menée sur la question de savoir si la confiance peut se décréter par des procédures et sans non plus qu'une analyse approfondie n'ait été menée sur les effets des normes ainsi censées retisser un lien de confiance abîmé. Généralement, une compréhension approfondie de la confiance apparaît décisive pour mieux concevoir l'exigence démocratique et, plus largement, le rôle du droit dans un système démocratique. En particulier, dans ce moment de bascule que nous vivons, où la confiance est plus que jamais une institution invisible qui, à tout le moins dans les discours, se voit attribuer un rôle fondamental, notamment pour faire face aux transitions qui nous attendent. Donc, importance donc, et pourtant, de manière pour le moins surprenante, la nature, les fondations de la confiance politique, son ancrage dans la raison humaine, ses forces motrices, ses ressorts, sa relation à la notion de pouvoir, d'autorité et de légitimité, restent largement indéfinies, surtout si on les appréhende du point de vue du droit public. Comme si la confiance planait au-dessus, ou mieux en dessous des institutions, sans que l'on ne sache exactement le rôle qu'elles jouent en démocratie. C'est précisément pour cette raison que nous avons décidé de mettre sur pied ce colloque. La thématique de la confiance dans les institutions politiques qui nous rassemble aujourd'hui constitue en réalité plus largement l'objet d'un projet de recherche que nous avons mené toutes les deux avec Mathias, Frédéric et Julien depuis 3 ans maintenant, dans le cadre d'un projet financé par le Fonds national de la recherche scientifique, dont le siège se retrouve juste à côté de la Fondation universitaire et que nous tenons à remercier ici. En nous plongeant dans la question de la confiance politique et de celle de son appréhension par le droit public,
Nous avons relevé d'une part, et on l'a déjà dit, que la littérature sur la confiance politique était foisonnante dans les sciences humaines et sociales, mais plutôt pauvre en droit, et surtout en droit public, et d'autre part, que les auteurs anglophones et francophones en particulier, qui s'étaient intéressés à ces questions, ne dialoguaient pas si souvent que cela entre eux. Ce sont ces deux constats qui ont motivé le choix des intervenants de très grande qualité que nous avons aujourd'hui et des thématiques. Nous tenons d'ailleurs à remercier tous les intervenants et présidents de panel provenant d'ici ou d'ailleurs, de disciplines diverses, ainsi qu'Émilie Vanout et Pierre-Henri Tavolo, qui concluront respectivement la première et la deuxième journée de ce colloque. En acceptant de participer à cette manifestation, malgré un agenda que l'on sait très très chargé, vous nous offrez la chance de profiter de votre savoir remarquable pour enrichir les débats autour d'une thématique plus que jamais d'actualité. Et nous espérons que vous sortirez vous aussi enrichis de cette expérience. Nous remercions aussi sincèrement tous les participants d'être parmi nous à Bruxelles. Votre présence était indispensable à la réussite de cet événement et nous sommes ravis de constater que vous avez répondu en nombre à notre invitation. Merci pour votre confiance. C'est la dernière blague sur la confiance, promis. Nous étions impatients de vous rencontrer, mais aussi de vous faire rencontrer. Le dialogue entre les intervenants, entre eux, et entre les intervenants et la salle, constitue en effet un aspect important de ce colloque qui nous tient particulièrement à cœur. Nous souhaitons donc vous encourager à prendre la parole lors des moments de discussion qui ont été prévus dans ce colloque. Enfin, il s'agit de remercier tout particulièrement tout le personnel administratif, sans qui ce colloque n'aurait pas pu voir le jour. Fanny, Virginie, Séverine et Véronique, un tout grand merci. Alors, cette première journée se structure en deux panels. Je ne vais pas être très longue sur la structure, parce que vous l'avez sous les yeux dans le joli fascicule que vous avez entre les mains. Le premier panel s'intitule « Les confiances, perspectives interdisciplinaires », « Trust Interdisciplinary Perspectives », et se tiendra jusqu'à l'heure du déjeuner. Il est présidé par le philosophe Édouard Delruel, que l'on remercie très vivement pour nous faire le plaisir d'être aujourd'hui avec nous, et a pour objectif de proposer une analyse de la confiance politique dans une perspective interdisciplinaire d'abord, pour atterrir sur la conceptualisation de la confiance en droit constitutionnel. Les débats reprendront ensuite à 14h pour le second panel sur l'exemplarité politique et la confiance, Political Ethics and Trust, présidé par Sophia van den Bosch, qui est chargée de recherche au Max Planck à Heidelberg, et qui nous offrira l'occasion d'aborder la question de l'exemplarité politique, qui fait l'objet, donc on l'a dit, d'un intérêt croissant par les législateurs ces dernières décennies. Émilie Vanout, politologue au Centre de la vie politique de l'Université libre de Bruxelles, nous fera le grand plaisir de conclure cette première journée aux alentours de 17h. Les dimensions plus institutionnelles de la confiance seront donc analysées demain. Alors, il nous reste à espérer que ces journées donneront lieu à des échanges stimulants et à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent colloque.